Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver ici et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle d'une grande question qui tourne un petit peu ces derniers temps, à savoir est-ce que le métier de conseillère d'éducation est déjà mort? Est-ce que finalement, c'était pas juste une vague sur laquelle on a surfé, un phénomène de mode? Parce qu'après tout, on parle beaucoup des troubles des apprentissages ces derniers temps, mais que du coup, on s'est lancé là-dedans et en réalité, ça y est, notre place, c'est déjà terminé. On a à peine commencé, voire pour certaines, on n'a même pas encore commencé. Et du coup, le métier de conseillère d'éducation serait déjà mort. Et franchement, ça me tenait grave à cœur de faire cette vidéo pour enfin répondre aux différentes personnes qui peuvent penser comme ça. Moi, ça me fait doucement sourire parce que ça me fait hyper mal et j'ai échangé avec d'autres personnes aussi par rapport à cette thématique. Ça me fait hyper mal de parler des troubles des apprentissages comme un phénomène de mode. Alors qu'en réalité, quand tu es vraiment touché par les troubles des apprentissages, ben, la réalité du terrain, c'est qu'en fait, c'est de la souffrance, c'est que c'est dur, c'est qu'on est incompris, c'est qu'on est en marge de la société, c'est qu'un enfant sur deux, il est harcelé à l'école et il garde des séquelles jusqu'à très très tard, jusqu'à vraiment l'âge adulte et même quand ça va bien dans sa vie, etc. Il y a plein de traumas qui renaissent par rapport à ça. C'est un parcours scolaire en dents de scie, c'est des fois ça va, des fois ça va pas. En fonction de sur qui on tombe, l'adulte qui va nous prendre un peu sous son aile, ça va aller. Et puis pour d'autres, ça va pas aller du tout. Comment est-ce que à ce moment-là, on peut oser parler de mode? On peut oser parler, d'un moment où on en parle. Mais alhamdoulilah qu'on en parle. Et si nous, on s'était pas levé pour en parler, qui l'aurait fait? Ça fait combien d'années? Qu'est-ce qu'on disait des enfants dyslexiques à l'époque? Et je parle même pas de mon époque à moi, il y a 20 ans en arrière quand j'étais à l'école primaire. Je parle vraiment de il y a quelques années encore plus loin, parce que la dyslexie, elle est pas née là dans les années 2000. Elle existe depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'on disait de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on reprochait à ces enfants-là? Est-ce qu'on essayait de comprendre ces enfants-là? Il faut savoir que en fait, il y a plein de choses qui sont montées en même temps. Il y a la psychologie, le développement de l'enfant, le fait qu'on a développé énormément de savoir en sciences humaines et sociales. Il y a qu'à voir le nombre de thèses et d'antithèses aussi qui sont développées et qui sont partagées dans ces thématiques-là. Par rapport à l'apprentissage, au fonctionnement cognitif, par rapport à tout ça, il y a tellement eu d'avancées ces dernières années. On a appris tellement de choses que oui, effectivement, on a réussi à mettre des mots. Donc vu qu'on a réussi à mettre des mots et qu'on a réussi à appeler de façon précise certaines difficultés, certains troubles des apprentissages, etc., forcément, il y a eu des professionnels qui sont nés parce que tout type de profession a une création, a été inventé à un moment donné. Dans les années 1800 ou je sais pas, il y avait personne qui allait chez la psychomotricienne, il y avait personne qui allait chez l'orthophoniste, il y avait personne qui allait chez l'ergothérapeute, il y avait personne qui allait chez le graphothérapeute, etc., etc. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un besoin. Et comme il y a eu un besoin, il y a des personnes qui se sont lancées et qui se sont sacrifiées. Parce qu'on parle, oui, c'est un phénomène de mode, on surfe sur le phénomène de mode, etc. Mais la réalité, c'est qu'en vrai, c'est du travail. C'est du gros travail parce que la responsabilité, elle est grande. Et seule une personne complètement inconsciente pourrait s'amuser avec ça et pourrait se permettre de venir jouer avec ça. Donc c'est important de remettre les choses au clair par rapport à ça, déjà par rapport au fait de est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que on surfe sur la mode? Parce que clairement c'est ce qu'on peut lire quelquefois. La réalité c'est que c'est pas un phénomène de mode. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a eu des avancées. Il y a des noms qui sont sortis, il y a des diagnostics qui ont été enseignés à des professionnels pour être posés. Il faut encore savoir qu'il y a 50 ans en arrière, les tests de QI et compagnie s'étaient regardés de façon non mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais d'où ça sort? Mais pourquoi est-ce qu'il propose ça? Etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est limite devenu une condition sine qua non pour qu'on puisse accompagner, diagnostiquer un enfant qui va être HPI, TDA, etc. Donc, c'est normal que la nouveauté au départ effraie et qu'on ne comprenne pas bien. Il faut avoir beaucoup de recul et vraiment, je pense, une vue d'ensemble pour accepter qu'il y a encore beaucoup trop de zones d'ombre et de places disponibles sur le marché de l'éducation et encore plus sur le marché de l'éducation inclusive. Je m'explique. C'est vrai que le métier de conseillère d'éducation spécialisée, il est arrivé pour combler un manque, c'est-à-dire une approche pluridisciplinaire des différents professionnels qui peuvent accompagner du coup des enfants neuroatypiques. La conseillère d'éducation, elle vient faire la jonction entre ces différents professionnels. Elle va prendre en considération le bilan posé par un orthophoniste, le bilan posé par une psychomotricienne, le bilan posé par un neuropsy, par le médecin, etc., etc. Et en fait, elle aura toutes les pièces du puzzle pour pouvoir avoir en face d'elle tous les éléments et réussir à trouver du coup le manquement. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il manque une partie du diagnostic? Est-ce qu'on aurait pu creuser un petit peu plus à cet endroit? Tel professionnel parlent tous les deux d'une attention qui pourrait être légèrement déficitaire. Peut-être qu'il faut aller creuser vers la zone du TDAH, etc., etc. C'est des choses que les professionnels entre eux, malheureusement, ils ne font pas forcément. Et c'est ok, on peut pas leur en vouloir, ça fait partie de leur profession. Ils ont déjà plein de choses à faire. La conseillère d'éducation, elle vient à ce moment-là. Et elle joue un rôle crucial et primordial. Et l'ambition, c'est vraiment d'aller voir la conseillère d'éducation comme on va voir une psychomotricienne, un médecin, un orthophoniste ou autre pour justement être épaulé et être à l'aise. À l'aise parce qu'on sait où est-ce qu'on va, parce qu'on sait avec qui on a rendez-vous, parce qu'on sait qui va nous recevoir et qu'est-ce que notre enfant va faire avec cette personne. Et donc, alhamdoulilah, pouvoir préparer l'ensemble de ces rendez-vous et réussir à poser le bon diagnostic, mais aussi que le parent, il prenne sa place de parent et qu'il puisse accompagner son enfant au quotidien, à la maison et qu'il puisse mettre en place des choses pour la réussite de cet enfant. C'est vraiment très important. Maintenant, pour parler chiffres, on va parler chiffres, il n'y a pas de souci.
Il faut savoir qu'en France, quand on veut prendre rendez-vous chez une orthophoniste, il y a des mois et des mois d'attente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'orthophonistes. Elles sont combien les orthophonistes en France? Elles sont près de 35 000. 35 000 orthophonistes en France. Et on n'arrive pas encore à trouver de place facilement chez l'orthophoniste. On ne peut pas se permettre en France le luxe de se dire j'aime beaucoup cette orthophoniste, je veux que ce soit elle qui accompagne mon enfant. On est obligé de prendre là où il y a de la place parce que malheureusement, il n'y a pas de place. Parce que malheureusement, elles sont toutes surbookées. Donc, elles sont 35 000, quasiment 35 000. On a les psychomotriciennes. Psychomotriciennes, c'est pareil. Elles sont 15 000. Il faut se rendre compte qu'on a une population de 65 millions d'habitants, qu'on a potentiellement plus d'un demi-million d'enfants neuroatypiques diagnostiqués, déclarés, reconnus en France. Donc, on ne compte pas dans ce demi-million d'enfants les enfants en cours de diagnostic qui verront leur diagnostic être posé dans les semaines, mois, années à venir. On ne compte pas les enfants qui sont en détresse mais qui ne verront leur diagnostic être posé qu'à l'âge adulte. Ou encore une fois, les enfants qui sont en détresse et pour qui on ne posera jamais de diagnostic. Donc, on peut imaginer qu'il y a près d'1 million. Vous vous rendez compte quand même que 1 million d'enfants qui seraient concernés par la neuroatypie, pour 35 000 orthophonistes, c'est compliqué. Pour 15 000 psychomotriciennes, c'est compliqué. Les conseillères d'éducation, elles ne sont même pas 100. Elles ne sont même pas 100. Alors que leur place est tout aussi importante que l'ensemble de ces professionnels du corps médical. Avec bien évidemment des compétences différentes. Avec bien évidemment un travail à faire qui va être différent. Bien sûr qu'une conseillère d'éducation, elle ne va pas rivaliser avec une orthophoniste qui a fait un bac+5 et une école, avec une psychomotricienne qui a un bac+3 et une école, avec un docteur qui a fait je ne sais combien d'années d'études, etc. C'est certain. Il n'y a pas de problème. Mais sa place est tout aussi importante que l'ensemble de ces professionnels qui interviennent. Rendez-vous bien compte qu'il faut quand même valoriser ce métier-là. Valoriser le fait que sans la conseillère d'éducation, il n'y a pas de relation, ou en tout cas pas de relation solide qui permettent du coup de mettre en place des choses pertinentes et convaincantes et utiles pour la réussite de cet enfant neuroatypique. C'est important. C'est important de prendre conscience de la valeur et de l'importance de son rôle. En tout cas, moi, ça me prend aux tripes. C'est quelque chose que je vis, qui m'anime vraiment. Je suis plus que convaincue de l'importance de la conseillère d'éducation à son niveau, selon ses compétences. Comme je suis pleinement convaincue de l'importance d'un orthopédagogue dans ses compétences, dans ce qu'il doit transmettre, dans ce qu'il doit mettre en place. Comme l'ensemble des professionnels. On ne dira jamais à un parent que la conseillère d'éducation, elle peut remplacer quelconque professionnel. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo où je présente le métier de conseillère d'éducation spécialisée. Donc, c'est important de remettre la mosquée au cœur du village. Donc, c'est important. Vraiment, je le dirai jamais assez. Prenez conscience de la valeur du métier de conseillère d'éducation. Prenez conscience du fait qu'on ne soit pas assez. À l'heure d'aujourd'hui, comme je dis, on n'est même pas 100 sur le marché. On n'est même pas 100. Parmi les 100, il y en a certaines qui vont se nicher dans certaines thématiques, qui vont vouloir accompagner que des professionnels, que des familles, que certaines formes de troubles, que être dans leur ville ou dans leur quartier, etc., sans forcément être aux yeux de tous disponibles. Bref, on a aussi des personnes qui vivent de l'autre côté des frontières, qui sont pourtant francophones et qui ont besoin d'avoir ces réponses à leurs questions et qui ont besoin d'être accompagnés en ce sens-là. J'ai des apprenantes en Angleterre, j'ai des apprenantes aux Émirats, j'ai des apprenantes en Afrique du Nord, j'ai des apprenantes en Afrique noire, j'ai des apprenantes aux États-Unis. Bref, là où il y a de la francophonie, là où il y a le besoin, alhamdoulilah, il y a des personnes. Mais ces personnes, vous vous rendez compte que sur la surface de la planète, ça veut dire qu'elles ne sont même pas 100 et elles ne sont même pas 100 en France. Elles ne sont même pas 100 dans l'Hexagone. Donc oui, peut-être que sur Instagram, tu en croises beaucoup parce que l'algorithme a capté que c'était ton centre d'intérêt, que tu appréciais les troubles des apprentissages, que tu avais envie du coup d'apprendre des choses par rapport à ça. Tu as regardé un premier compte, un deuxième compte, un troisième compte. Il t'en a proposé peut-être 10 derrière. Et c'est ok, ça fait partie du jeu. Mais ce n'est que l'algorithme. Ne laisse pas ton cerveau s'éteindre parce que Instagram joue de toi en te proposant des choses qui, pour lui, suscitent ton intérêt. Instagram, ce qu'il veut, Facebook, TikTok ou autre, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes sur leur plateforme et que tu consommes du contenu. Donc forcément, ils vont sans cesse te proposer des contenus similaires au contenu que tu consommes. Et toi, à ta place, tu vois 1, 2, 3, 5, 10 comptes. Tu vois, elles sont combien? C'est pas possible. Elles sont trop peu. S'il y a quelque chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'elles sont trop peu. Qu'on a encore besoin de prendre des personnes. On a encore besoin que des personnes nous fassent confiance et qu'elles puissent entrer pour pouvoir accompagner et pour pouvoir être sur le terrain avec nous. On a besoin de créer des partenariats. On a besoin de faire grandir nos équipes. On a besoin d'impacter encore plus le monde et vraiment que cette vision, que cette mission, elle soit plus forte que tout. Et qu'on arrive, vous vous rendez bien compte que ne serait-ce qu'un seul enfant qui va bien, qui est bien dans ses baskets, qui a confiance en lui, qui va à l'école, qui est compris, qui se comprend et qui trouve du coup des solutions pour pouvoir réussir. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je le dirai jamais assez. C'est clairement un truc de fou. Il faut vraiment prendre conscience que la mission nous dépasse. La mission, elle est plus grande que ça. Et nous, ce que l'on veut, en tout cas chez Éduquez-moi Academy, c'est des alliés. Pour nous, on n'a pas de concurrents. Il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de personnes à qui on a envie de tirer je sais pas moi, leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est des alliés, des personnes qui vont être avec nous, même si elles sortent pas de chez Éduquez-moi Academy.
Même si elles sortent d'une autre académie, qu'elles sortent de l'université, qu'elles sortent d'une formation, qu'elles sortent de... Qu'importe, venez. On a besoin d'être nombreux. On a besoin pour une fois dans nos vies d'être unis pour pouvoir apporter chacune à notre niveau nos compétences, pour qu'on puisse impacter ce monde et qu'on puisse permettre à ces enfants de réussir, d'exceller. Vraiment, c'est ça qu'on veut. C'est qu'ils réussissent, c'est qu'ils excellent, c'est qu'ils développent ces compétences-là qui sont enfouies en eux, qu'on a tendance, nous, adultes, à être, voilà, maladroits, avoir ce manque de science et du coup de mal les accompagner, ces enfants-là, de les briser quelque part. Et je vous assure que c'est plus facile d'accompagner un enfant à devenir un adulte épanoui que de réparer cet adulte-là qui n'a pas été un enfant épanoui. Et vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo qui me tenait tant à cœur d'être faite, c'est que nous avons besoin encore de personnes. Et vraiment, dès que vous avez de la ressource, dès que vous savez conseiller, dès que vous avez, je sais pas, parce que tu l'as peut-être vécu avec tes enfants, tu l'as peut-être vécu pour toi-même, tu l'as peut-être vécu avec quelqu'un, soyons unis. Soyons un seul front face à cette société qui veut mettre de côté, qui veut occulter les troubles des apprentissages, occulter les enfants hyperactifs, occulter les difficultés de l'eau-potentialité, occulter le fait qu'être dyslexique, c'est un vrai handicap, occulter tout ça. Il faut qu'on soit unis comme un seul corps face à tout ça pour qu'on puisse apporter le meilleur. Reconnaître, expliquer, devenir de vraies militantes des troubles des apprentissages pour leur montrer que nous sommes là. On est ensemble et on a des choses à faire, on a un monde à impacter, on a des enfants à accompagner, vers la réussite, et c'est ça qui nous tient à cœur. C'est vraiment, j'ai même plus de mots pour t'expliquer à quel point la mission est grande, à quel point la mission est belle, à quel point on a besoin, à quel point on est encore trop peu nombreux. Donc vraiment, si tu as des questions, tu n'hésites absolument pas. Tu m'envoies un DM sur Insta. Je suis sur Insta, je suis sur LinkedIn un petit peu. Je suis aussi du coup maintenant sur YouTube. J'ai mon podcast aussi qui est disponible. Vraiment, 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 tu n'hésites absolument pas. Tu me contactes, on échange, on en discute. Et franchement, nos équipes, elles sont là et nos équipes, elles ont vraiment à cœur de mener à bien cette mission. Et on veut à tout prix pouvoir impacter. Vraiment, vraiment, vraiment révolutionner le monde de la neuroatypie. Et on serait très heureuse de pouvoir échanger avec toi et pouvoir t'accueillir aussi si toi aussi tu te sens porté et tu te sens touché par ce message. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas trop où tu m'écoutes, comment tu m'écoutes non plus. Moi, je sais que j'aime bien écouter des vidéos YouTube pendant que je fais mon ménage. Mais enfin bref. En tout cas, je te souhaite plein de bonheur et j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. Salam alaikum.